Les publications universitaires est une émission diffusée à Choc FM qui a pour objectif d'offrir une tribune aux auteurs et aux chercheurs de la communauté universitaire du Québec. Cette semaine à notre émission, Victor Harmony, qui est sociologue à l'UQAM, directeur à la chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie. Il est membre du comité de gestion et du comité exécutif de l'Observatoire des Amériques. Il est directeur de la revue canadienne des études latino-américaines et des Caraïbes. Il est directeur de l'initiative interuniversitaire des études en développement international à Montréal. Et il est membre du comité du séminaire interuniversitaire sur l'Amérique latine. C'est quelqu'un de très occupé, mais il a trouvé du temps cette semaine pour nous accorder une entrevue sur son dernier livre qui s'intitule « Le Québec expliqué aux immigrants », publié cette année aux éditions VLB. Monsieur Harmony, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais juste avant d'entrer dans l'entrevue, si vous avez manqué les dernières émissions, vous pouvez vous diriger sur notre site. Oui, alors le site, je vous en donne l'adresse, c'est le www.publication au pluriel -universitaire au pluriel également .qc.ca. Merci Maude. Donc, Monsieur Harmony, votre livre s'intitule « Le Québec expliqué aux immigrants ». Je me demandais, quelle est la motivation qui vous a poussé à écrire le livre? Bon, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Justement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un sociologue d'abord, mais aussi et surtout un immigrant, décide de raconter le Québec d'abord à d'autres Québécois, mais aussi et surtout peut-être aux immigrants. J'écris ce livre pendant l'été 2006. Donc, c'est un peu avant le déclenchement du débat autour des dits accommodements raisonnables. Donc, c'est pas dans la foulée de ce débat-là. Par contre, je voyais déjà depuis un certain temps, quelques années et quelques mois aussi, depuis le début de l'année 2006, je voyais un peu dans les médias, dans l'opinion publique, quelques signes d'un malaise. Et ce malaise renvoyait d'abord à, bien sûr, c'est ce qu'on voit maintenant, à certaines préoccupations ou interrogations au sujet de l'autre, donc les immigrants ou les minorités ethnoculturelles, mais aussi je voyais un petit peu de mon côté aussi des inquiétudes chez les immigrants eux-mêmes, c'est-à-dire qui commençaient à trouver qu'au Québec, même si l'on s'entend sur le fait que c'est une société très ouverte, on trouvait quand même quelques éléments un peu plus inquiétants, c'est-à-dire des propos dans les médias, dans les forums d'internet, même dans des situations, des conversations privées, où l'autre était dépeint d'une façon un peu négative. Alors, je me suis dit, bon, je vais faire mon apport, mais de façon, il faut le dire, tout à fait personnelle. C'est pas un traité sociologique, c'est un essai que j'écris à la première personne. Monsieur Harmony, dans votre livre, vous dites que chez beaucoup d'immigrants, après avoir idéalisé le Québec pendant longtemps, lorsqu'ils arrivent au Québec, il y a beaucoup d'immigrants qui sont déçus du Québec réel. Ah oui, et ça, il faut voir cela à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, la désillusion, ça arrive toujours. C'est-à-dire, un immigrant, et parfois cela, on l'oublie quand on n'a fait pas l'expérience de l'émigration, c'est-à-dire de quitter son pays. Évidemment, on laisse de côté et derrière soi beaucoup de choses, hein, la famille, les réseaux sociaux, la culture, la langue, parfois. Alors à ce moment-là, ce que l'on cherche dans la société d'accueil, et souvent de meilleures conditions de vie, pouvoir s'épanouir sur le plan professionnel, donner à ses enfants une éducation plus intéressante, etc., etc., etc. On peut fuir la guerre, la répression. On s'entend là-dessus. Souvent, ce sont des situations moins intéressantes que l'on a quittées. Ceci dit, on se fait quand même des attentes par rapport à la société d'accueil. Et on idéalise, c'est-à-dire on a vu les films sur l'Amérique. Alors le Québec, ça fait partie de l'Amérique, de l'Amérique du Nord, bien sûr. Alors on s'attend à que tout marche parfaitement. Il n'y ait pas de pauvreté, par exemple. Il n'y ait pas de corruption. Alors on arrive au Québec, mais j'insiste là, c'est pas d'abord une question strictement québécoise. On peut arriver à Toronto ou à New York, et là on découvre
la corruption politique, le racisme, parce que cela existe partout dans le monde, mais aussi, je sais pas trop des choses, je le relève dans le livre, même le fait que les rues soient pas propres, ou que les infrastructures, que nos ponts tombent sur nos têtes. On s'attend pas que ce soit la réalité d'un pays développé, avancé, etc. La démocratie, on s'attend que ça fonctionne de façon presque parfaite, et on découvre, et on le sait bien au Québec, plein de problèmes. Mais encore là, c'est pas exclusif au Québec. Alors, c'est sûr qu'il y a un moment moi j'ai remarqué ça moi-même, je l'ai vécu, des amis l'ont vécu aussi, me disent bon mais là à un moment donné on se pose des questions, est-ce qu'on a bien fait de venir ici puisqu'on a quitté oui ici on fait un peu plus d'argent, on a accès à des soins médicaux, etc. Mais on a laissé de côté des choses qui étaient assez précieuses pour nous. Et au Québec, il y a un deuxième élément. Et c'est que on découvre par exemple ce qu'on peut voir aussi venant de l'extérieur, je sais pas trop, l'incertitude politique. Parce que vu d'ici, bon, on connaît bien le débat sur la souveraineté, on se fait pas trop finalement de problèmes. On sait bien que bon, ça se passe toujours de façon extrêmement pacifique et démocratique, soit dans un sens ou l'autre. Mais là, on vient d'un pays où on a connu la répression, le génocide, la guerre civile, etc. On arrive ici et on nous dit, il y a un bout du pays qui risque de se détacher. Il y a des gens qui sont anti-ceci, anti-cela. Et là, on peut avoir peur. On se dit, mais est-ce que c'est bien ça le Canada dont on rêvait justement avant de venir? Monsieur Harmony, au Québec, il y a 10% de la population au total qui est née à l'extérieur du Québec. On compte 700 000 Québécois allophones, c'est-à-dire qui parlent ni l'anglais ni le français comme langue d'usage. La question est la suivante. Est-ce que le Québec peut se passer d'immigrants? Non, pas du tout. Et c'est une question sur laquelle il faut insister, c'est-à-dire notamment dans le contexte actuel, le débat où certaines craintes par rapport à l'autre, tout d'un coup on commence à se poser des questions, à mon sens tout à fait, je dirais même déplacé, irraisonnable si a-t-on trop d'immigrants, étant trop ouvert. Et en fait, la réalité, et j'essaie de le dire dans le livre, et aussi je mets l'accent là-dessus dans le mémoire que je dépose en fait demain auprès de la commission Bouchard-Taylor, c'est que les chiffres montrent très bien que la population québécoise a besoin d'immigrants sur le plan démographique. 2/3 de sa croissance démographique dépend directement de l'immigration. Mais là, il y a plein de mythes autour de la question de l'immigration. Par exemple, le Québec choisit la majorité de ses immigrants. Et en faisant ce choix, le Québec privilégie les francophones, les jeunes, les gens scolarisés. Donc c'est pas cette image du réfugié qui parle pas la langue, qui a pas de compétences, etc. Au contraire, le Québec a besoin, mène aussi une politique assez agressive pour chercher des candidats à l'immigration à l'étranger. Et la réalité, c'est que le Québec n'arrive pas à trouver autant d'immigrants qu'il veut. C'est-à-dire, on cherche 45 000 à peu près, 46 000, et on a toujours un déficit de quelques milliers, 2 000, 3 000 chaque année. Et en plus de ça, on sait bien que le Québec est toujours perdant sur le plan des migrations interprovinciales. C'est-à-dire, il y a à peu près, je pense, le chiffre est autour de 20 000 personnes qui quittent, le solde négatif, c'est 20 000 personnes qui quittent le Québec. Alors, on a besoin des immigrants plus que jamais. À propos de l'immigration au Québec, vous dites dans votre livre que ceux qui veulent immigrer au Québec ont à passer à travers un double processus d'accueil qui est différent de celui qu'il y a dans les autres provinces. Pourquoi est-ce qu'il y a un double processus d'accueil au Québec? Oui, ça fait partie de la distinctivité québécoise. C'est que, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, l'Ontario ne choisit pas ses immigrants. C'est le Canada qui choisit pour l'Ontario ou l'Alberta ou la Colombie-Britannique. Le Québec
choisissent ces immigrants autonomes. Et cela veut dire les travailleurs qui viennent s'installer ici avec une profession. Je pense que c'est à peu près 6 immigrants sur 10 donc qui s'établissent au Québec et qui ont été choisis par le Québec avec son propre système de points à travers ses délégations à l'étranger. Et le Canada fait dans ce double processus ce qu'on appelle l'admission. Mais l'admission se fait après que la sélection, et c'est bien le terme qu'il faut utiliser, est effectué par le Québec. Moi, par exemple, mon cas, je suis immigrant, j'étais d'abord sélectionné par le Québec et ensuite admis par le Canada. Et le Canada n'a fait finalement que me faire passer le test médical qui s'impose et le test de sécurité, donc la GRC qui fait en sorte qu'on sache que je suis pas un criminel recherché par l'Interpol. Mais l'entrevue pour démontrer mes compétences, mes intérêts, ce qu'on appelle mon adaptabilité à la société québécoise, ça s'est passé en français avec des Québécois. Alors, le Québec choisit ses immigrants et c'est très différent. Et je pense que c'est très bien aussi d'ailleurs. Je pense que ça va dans le sens d'une société distincte. Mais sur cette question-là, est-ce que vous pensez que c'est la langue, en fait, qui est vraiment le critère particulier du Québec pour pas le seul. C'est le seul. Non, c'est pas le seul. En fait, non, mais c'est ça, la question est bonne parce que en fait, le système de points vous donne justement des points sur la base de votre scolarité. Comme je dis dans le livre, vous perdez des points si vous êtes trop vieux. Alors en passant, je me souviens plus, mais je pense que après 35 ans, vous perdez un point par année de plus. Donc 35 ans. Oui, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, parce qu'on cherchait des jeunes qui vont bien sûr avoir des enfants pour peupler le Québec. Mais bien sûr des points sur les années de scolarité, d'expérience professionnelle. Mais là, pour le Québec, justement, on donne beaucoup de points pour le français. Pour le français. Si vous allez du côté Canada, donc le fédéral, on vous donne des points pour le français ou l'anglais, mais pour le Québec, la différence, et souvent c'est ce qui fait qu'on puisse être admis, et c'est la maîtrise du français, et ça explique pourquoi bien des immigrants qui viennent au Québec sont déjà francophones, du Maghreb et d'autres, et bien sûr de l'Europe francophone. Monsieur Harmony, juste avant de terminer le premier bloc, au Québec, on accueille les immigrants en fonction de leurs compétences. Est-ce qu'il n'est pas un peu contradictoire que, faut arriver, il y en a beaucoup qui ne se font pas reconnaître leurs compétences? Ah, tout à fait. Je dirais que c'est la principale contradiction. On leur dit, venez avec vos compétences et si vous avez un doctorat, tant mieux. Et arrivé ici, on doit travailler dans un dépanneur parce que notre diplôme n'est pas reconnu. Je pense que le gouvernement et les corporations, les ordres sont en train de prendre ça au sérieux. Et il y a des changements qui sont déjà en cours. Mais oui, si vous parlez à des immigrants qui viennent d'arriver, qui sont là depuis 2-3 ans, c'est leur principale plainte, c'est on m'a dit que, comme ingénieur, j'allais trouver un job ici au Québec, et ce n'est pas le cas. On se retrouve après la pause. On est en entrevue avec Monsieur Victor Harmony, qui a publié un livre cette année aux éditions VLB qui s'intitule « Le Québec expliqué aux immigrants ». Bonjour, vous êtes de retour à Choc FM, la radio web de l'Université du Québec à Montréal. Vous écoutez présentement les publications universitaires. Notre émission a comme objectif d'offrir une tribune aux auteurs et aux chercheurs de la communauté universitaire du Québec. En ce moment, on est en entrevue avec Victor Harmony qui a publié un livre aux éditions VLB qui s'intitule « Le Québec expliqué aux immigrants ». Monsieur Harmony, dans votre livre, on apprend que 45% des Québécois n'ont jamais de contact avec les Juifs et les musulmans. Est-ce qu'on peut pas faire un lien assez direct entre ça et, d'un autre côté, le sondage du Journal de Montréal qui révélait que 60% des Québécois se déclaraient racistes? Oui, mais c'est-à-dire le sondage du Journal de Montréal qui est un peu au cœur de la tempête médiatique, c'est sûr que on l'a déjà abondamment
commenté et on l'a dit, c'était plus ou moins irresponsable de poser la question en ces termes-là, etc., etc. Bon, ceci dit, je pense que ça quand même, ce type de données, ça quand même l'intérêt de nous montrer effectivement qu'il y a des problèmes qu'il faut pas se cacher. Alors, je pense pas que ce soit utile de dire les Québécois sont racistes ou pas racistes. C'est pas par là qu'on va arriver à trouver des réponses à nos questionnements ou à nos problèmes. Par contre, des données comme effectivement celles que vous venez de citer, que j'indique dans le livre, ben oui, si la moitié des Québécois n'ont jamais rencontré l'autre, cet autre-là dont on parle tellement dans les médias, qu'on doit accommoder, etc., etc. Ben, si on n'a jamais eu de contact direct, c'est qui cet autre-là? C'est quelqu'un qu'on voit soit à la télé, dont on nous parle, et surtout qu'on se construit d'une façon tout à fait imaginaire. Donc, c'est cet autre-là qui a ces comportements bizarres, ces habits bizarres, ces façons de manger, de prier, etc., qui nous semblent tout à fait étrangères. Alors, je dis pas que tout se règle par la connaissance. C'est pas comme si on arrivait à faire en sorte que chaque Québécois puisse avoir une conversation personnalisée avec un juif ou un musulman, ça va régler le problème, disons, des rapports intercommunautaires. Mais il y a quelque chose là, c'est-à-dire c'est certain que ces données-là sont pour le Québec dans son ensemble. Évidemment, ceux et celles qui vivent sur l'île de Montréal et dans les alentours côtoient quand même l'autre, le non-québécois dessous, je peux le dire d'une certaine façon. Alors probablement, ça veut dire que la vaste majorité des Québécois en région n'ont jamais eu de contact avec cet autre-là. Alors, c'est pas pour les blâmer non plus, c'est pas à eux d'aller les chercher. Mais je vois là véritablement un problème. D'autant plus que si l'on compare ces données-là qu'on vient de citer à celles de l'Ontario, il y a des différences assez surprenantes. Alors, est-ce que les Ontariens sont plus ouverts? Non, c'est pas une question. Il faut pas tomber dans la concurrence entre qui est plus ouvert ou plus tolérant. Mais il faut pas pour autant rester autocomplaisant et parce que je pense que quelque chose qui m'a agacé un petit peu, je le dis, je l'avoue, pendant un certain temps durant le débat, le pire du débat sur les accommodements, c'était des gens qui notamment intervenaient sur les médias pour dire on est trop généreux ici au Québec. Alors moi, je pense que encore là, c'est pas une bonne façon de poser les choses. Le Québec a besoin de ses immigrants, c'est pour ses intérêts. Les gens ont intérêt à s'intégrer. J'aime bien les valeurs comme la générosité, mais il faut pas se dire on est si généreux, l'autre devrait être reconnaissant. Donc c'est tout ce qu'on va dire en termes de dette de gratitude, etc. Ça nous amène vers des façons de voir le problème qui sont, à mon avis, tout à fait peu fertiles. On a vu aussi dans le journal dernièrement un sondage qui disait que le 2 tiers des Québécois s'opposaient à toute demande d'accommodement raisonnable fondée sur des revendications religieuses. Est-ce que c'est aussi en lien avec le manque de contact entre les communautés? Oui, et c'est dû aussi à tout ce qui a été dit dans les médias. Alors, il faut pas non plus, attention, il faut pas faire en sorte que le grand coupable soit les médias, parce qu'encore là, c'est facile de blâmer, un ou autre. On se plaît à blâmer, les politiciens qui n'ont pas fait preuve de leadership. C'est vrai. On se plaît à dénoncer le sensationnalisme des médias. Oui, mais ça vend. Donc, pour vendre des journaux, parfois, on dit n'importe quoi ou plus ou moins. Bon, ça fait partie de la logique de chaque acteur de la société. Le politicien ment, le journaliste souvent exagère, et ainsi de suite. Ceci dit, on est entré dans une sorte de logique, à mon avis, malsaine, où une opinion publique frileuse, certains préjugés qui étaient déjà là ont été activés. Des craintes plus ou moins fondées et peut-être aussi le rôle des intellectuels. Moi, je
je m'identifie à ce groupe-là, en tout cas comme professeur à l'université. Peut-être on n'a pas fait aussi nos devoirs. Et si vous voulez, mon livre est ça va un peu dans ce sens-là, c'est de contribuer, de parler dans un langage qui soit pas trop éloigné des préoccupations concrètes et dire mais c'est une façon d'aborder les choses, c'est mon point de vue, je dis pas que c'est la vérité, mais je suis pas sûr que les intellectuels, peut-être on a été trop occupés par la question nationale pendant trop d'années et on a oublié un petit peu de se pencher sur l'autre qui était déjà là, parce que et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument aussi dire et insister. L'autre est là, ça fait longtemps. C'est-à-dire, la communauté juive est là depuis 2 siècles et demi au Québec. Même les Juifs hassidiques sont pas des immigrants de l'année passée. Ils sont là depuis parfois des générations. Les musulmans sont ici. Les Libanais sont arrivés au tournant du siècle. Musulmans ou chrétiens, peu importe. Donc, il y a une diversité ethno-religieuse et linguistique, bien sûr, la communauté anglophone, qui est là depuis très très longtemps. Et donc, on s'est découvert parfois l'autre comme s'il venait tout juste d'arriver et d'exiger une place qui lui revient pas. Et moi, ça dois le dire, ça me choque parce que cet autre-là, parfois, était déjà là, avait sa place, et cet autre-là n'exige pas non plus qu'on change tout, et les dérapages parfois sur la base de quelques incidents absolument mineurs, quelques vitres sur un gymnase, d'un gymnase ou des choses comme ça. Je pense que tous les gens raisonnables sont conscients du fait que c'est pas un enjeu sociétal majeur. J'allais dire aussi, parce que on parlait de côtoyer les autres, justement, qu'on peut mettre au pluriel, mais trouvez-vous, pensez-vous, je sais pas ce que vous en pensez, que on entend aussi assez peu souvent ces autres-là, dans le sens où on communique pas ni sur une base, disons, plus interpersonnelle, ni sur une base public, si je peux le dire comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que et là encore le pire qu'on peut faire, c'est commencer à blâmer l'un ou l'autre. Non, c'est ça. Non, mais c'est pas ça ce que vous faites. Mais parce que je sais par expérience que parfois j'ai évoqué ce thème, même avec des collègues universitaires. Par exemple, qui m'ont dit, moi je me souviens, il y a quelques années déjà, je parlais de quelqu'un, un universitaire, un souverainiste, on parlait de la question nationale, je disais, mais jusqu'ici, et je parle de l'année peut-être 2000, je disais, le souverainisme n'a pas encore adressé un discours clair aux immigrants. Et il me disait, mais c'est pas à nous de vous parler, c'est à vous de vous intégrer à notre discussion collective. Et moi, j'étais resté un peu, moi, je dis oui, ça a l'air raisonnable, mais il y avait quelque chose là, dans cet argument-là, qui me laissait évidemment un peu désolé. Et je pense que les dernières années m'ont donné raison. Non seulement parce que, entre autres, le mouvement souverainiste, mais aussi la société, le système politique dans son ensemble se tourne de plus en plus vers l'autre, les autres, comme vous dites bien. Et je pense aussi que les autres commencent à prendre la parole et à se laisser entendre. Mais c'est encore très timide. Je vois, parfois, ça date de 2-3 ans, là, qu'on voit un peu plus de voix différentes dans les médias, à la télé, à la radio, même à l'université. Donc, on est au tout début d'un processus d'intégration. Alors, on peut être impatient, inquiet, mais, et peut-être ce débat-là sur les accommodements reflète un peu ça. L'impatience. Ces gens-là devraient déjà s'intégrer. Mais je suis conscient, il y a un paradoxe. Je viens de dire les autres sont parmi nous depuis des décennies, voire des siècles, et en même temps, il faut leur donner du temps encore, mais parce que c'est un processus d'autodécouverte aussi. Les autres commencent à se trouver sa place, parce qu'il faut le dire, il y a 30 ans, il y a des communautés ethnoculturelles, religieuses, qui se sentaient absolument coupées de la société québécoise. Je peux vous le dire aujourd'hui, il n'y a pas une seule communauté non religieuse ou culturelle ou peu importe comment on veut l'appeler, minorité, etc., qui soit pas concernée, vouée même à faire partie de la société québécoise, même en tenant compte de sa différence. On va parfois des choses aussi simples que se chercher un porte-parole qui puisse parler en français aux médias, par exemple. Il y a 10 ans. Parfois, on trouvait pas un porte-parole d'une communauté minoritaire
pour le faire, pour s'exprimer en français. Donc, ce sont de petits changements, mais je pense qu'on commence à voir vraiment un processus, à mon sens, tout à fait intéressant. Mais il faudra voir l'issue de tout ça. Oui, effectivement. Puis juste un dernier commentaire sur la question. Faut aussi dire que ça prend peut-être du temps, mais ça prend aussi de la part d'une société d'accueil une certaine ouverture au discours, en fait, pour qu'ils puissent se manifester, je pense. Tout à fait, tout à fait. Ma façon, en fait, c'est un peu, c'est bon, parfois, bon, ce ne sont que des mots, mais bon, puisque c'est avec des mots qu'on décrit nos idéaux. Moi, j'aime bien penser que la société québécoise est une société francophone parce que oui, c'est une valeur fondamentale, ouverte. Alors, ouverte à quoi? Ouverte à la différence. Je pense que et ce qui est dommage dans le débat actuel, c'est que on a laissé un peu de côté je dirais cette sorte de caractère collectif qui, à mon sens, a été l'une des choses qui m'a le plus attiré au Québec. C'est l'ouverture. Mais c'est pas juste l'ouverture à l'autre ethnique, c'est l'ouverture au style de vie différent. C'est ici au Québec qu'on a été pionnier dans la reconnaissance du statut de la femme, des styles de vie contre-culturels. Ça peut vouloir dire la consommation de certaines substances illégales, comme ça peut vouloir dire l'acceptation des orientations sexuelles différentes, etc. Alors, je pense que on est ouvert à la question de l'environnement. On est tellement progressiste sur tellement de plans que c'est un peu désolant de voir que sur ce plan-là, c'est comme si tout d'un coup je dis nous, en faisant partie de la société québécoise, on s'est montré un peu borné. Et je vous avoue, parfois je comprends pas pourquoi, mais je pense que c'est temporaire. Hein. ça va débloquer. Monsieur Harmony, juste avant d'aller à la pause, une dernière question. On parle en ce moment du rapport à l'autre que les Québécois ont. Et dans votre livre, vous êtes livré à un exercice pour tester l'homogénéité historique des Québécois. Vous avez fait une analyse des similarités des noms de famille et que vous appelez un coefficient de souche. Et votre résultat, vous dites qu'en France, la similarité des noms de famille atteint 6% de la population. Aux États-Unis, 14%, mais au Québec, c'est 32%. Ouais, oui, il faut dire cette analyse, je l'ai faite sur en fait les membres du gouvernement, parce qu'il fallait trouver une institution comparable, mais ça reflète quand même un petit peu. C'est une façon de montrer. Moi, je sais bien, c'est pas une étude scientifique. En tout cas comme on doit le faire dans un contexte plus académique, mais je pense que ça montre, je tenais à montrer avec des chiffres, parfois c'est plus convaincant, l'impression que l'on a au Québec lorsqu'on vient de l'extérieur, parce qu'il faut insister là-dessus, c'est avoir un accent, avoir une couleur de peau, c'est-à-dire ça nous rend différents, mais aussi porter un nom différent. C'est-à-dire le fait de se faire dire dans n'importe quel contexte, devoir épeler son nom de famille à chaque fois qu'on doit faire, transaction, etc. Puisqu'on s'appelle pas Tremblay ou Gagnon. Alors c'est pas pour dire encore là, bon, ça montre que les Québécois sont, tribalistes ou fermés ou je sais pas trop, mais c'est pour montrer à quel point, pour des raisons historiques tout à fait légitimes et compréhensibles, ça donne un visage extrêmement homogène quand on dit le nous québécois francophone. Alors les autres peuvent se sentir aussi un peu intimidés, même pas à leur place. Quand on se trouve parfois autour d'une table, hein. Ça m'arrive aussi d'être souvent à l'université ou ailleurs, autour d'une table pour un comité, peu importe le type de situation, et je suis le seul à parler avec un accent. Donc le seul l'allophone ou le seul qui porte un nom. Heureusement, mes parents en Argentine ont eu la bonne idée de m'appeler Victor, donc ça se dit bien en français. Sauf que en espagnol c'est Victor. Mais si j'avais eu le prénom de mon frère, qui vit d'ailleurs ici à Montréal et qui s'appelle Jorge. Le pauvre, on n'a jamais réussi à le nommer comme il faut. Et alors, c'est des choses triviales de la vie quotidienne, mais auxquelles je tenais pour souligner un peu ce rapport de différence que l'on vit, que l'on ressent chaque jour. On passe à une pause. On est en entrevue actuellement avec Victor Harmony, qui a publié un livre chez VLB qui s'intitule «
Le Québec expliqué aux immigrants. Je ne quitterai pas Syrie aujourd'hui. Donc, on est de retour avec Victor Harmony à l'émission Les Publications universitaires. Monsieur Harmony a publié un livre chez VLB qui s'intitule Le Québec expliqué aux immigrants. Monsieur Harmony, dans votre livre, vous faites, on pourrait dire, vous expliquez les difficultés d'un type de nationalisme en particulier, qu'on appelle le nationalisme civique. Quelles sont les difficultés? Oui, en fait, là, je m'appuie sur le travail de plusieurs collègues, dont Jacques Boschman, que vous avez eu ici il y a quelques semaines. Et je crois que au-delà de ces conclusions et des conclusions d'autres auteurs, qu'on peut partager ou non, le diagnostic est assez juste, c'est-à-dire dans la volonté de s'écarter d'une définition ethnique de la nation québécoise, ce qui est en soi tout à fait, c'est-à-dire cette volonté de se démarquer est tout à fait correcte parce qu'on ne veut pas rester piégé dans une définition par justement ce dont on parlait tout à l'heure, par l'ascendance ethnique, par le sang, etc., par le nom, par la généalogie. En fait, on s'est dit au Québec, tout à fait correctement, on veut ouvrir ce nous à l'autre. Ceci dit, on a emprunté la voie donc de ce que l'on appelle en sciences politiques, en philosophie politique, en sociologie aussi de plus en plus, une nation civique, donc dépourvue d'attaches proprement ethniques. Alors, et citoyen du Québec, toute personne qui réside au Québec. Alors, c'est la définition la plus neutre sur le plan civique. Ceci dit, on a un peu, comme on dit, vidé l'eau du bain, mais avec le bébé, hein, c'est-à-dire quel est le sens maintenant de soit s'affirmer comme nation, soit réaliser la souveraineté si tel est le désir, si l'on est tout simplement une société qui se définit par la seule résidence sur son territoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des intellectuels comme Boschman et d'autres se sont dit, bon, mais il faut, et c'est un peu ce que, entre autres, le Parti québécois est en train de faire, réhabiliter ce nous-là, c'est-à-dire reprendre le droit de dire nous en termes d'une histoire qui est assez particulière, c'est-à-dire c'est pas n'importe quelle histoire, c'est l'histoire d'un peuple qui s'est enraciné dans un territoire et qui a fait au fil des générations une société tout à fait particulière. Bon, ceci dit, là on en arrive donc au dilemme, puisque on a tellement d'abord pour s'éloigner de la fermeture, on l'a trop ouvert, c'est-à-dire en termes de définition. Être québécois, c'est tout simplement habiter au Québec. Là, on se dit oui, mais là, ça pose problème parce que à ce moment-là, quelle est la différence entre le Québec et le Canada? C'est juste la langue, juste parler. C'est-à-dire, les Québécois sont des Canadiens qui parlent français. Je pense que personne n'est satisfait de ces définitions-là. Alors, il faut chercher autre chose. Alors, parfois, on va se rabattre sur des valeurs. On va dire bon, nous avons des valeurs communes. Mais il y a aussi une histoire, hein, à laquelle il faut s'adresser. Bon, alors, je pense qu'aujourd'hui le débat sur le nous, hein, qui bien sûr se trouve tout à fait lié, mêlé même au discours sur les accommodements, c'est d'abord pour accommoder quelqu'un, ou pour l'intégrer, si l'on veut, pour employer ces termes-là, l'intégrer à quoi? Hein? Alors en fait le projet de loi déposé justement tout à fait c'est l'actualité qui nous rattrape. Le projet de loi déposé hier jeudi par le Parti québécois, ça vise un peu ça, la création éventuelle d'une citoyenneté québécoise. C'est un peu le résultat de cette réflexion. Moi, j'ai mes quelques réticences par rapport à la création éventuelle d'une citoyenneté québécoise. C'est un autre débat, mais je pense que c'est utile, c'est correct, c'est légitime de poser, de mettre de l'avant cette question, cette proposition sur la table. Maintenant, c'est à nous, comme société, d'en débattre. Mais je pense que la tentation du repli sur soi, donc ce nationalisme plus ethnique, il faut toujours tenter de le mater, de le tenir à l'écart, parce que bon, je pense que dans certains discours populistes aujourd'hui au Québec, on a tendance à
y revenir, et cela est très malsain. Ceci dit, il faut pas non plus, et c'était un peu la mode des années 90, être civique était la façon d'être progressiste, ouvert, tolérant, etc. Et je pense que maintenant, on en arrive à une situation dans laquelle on tente de dire nous, en tenant compte d'une collectivité qui a ses attaches historiques et une identité propre, mais qui en même temps demeure ouverte. Tout le défi est là. Comment ouvrir et fermer en même temps finalement? Parce que y a-t-il un degré de fermeture lorsqu'on dit nous? Mais bien sûr, si je dis nous, c'est parce qu'il y a d'autres qui font pas partie du nous. Hein. C'est toute nation comporte une clôture par rapport à l'autre. L'important c'est de moduler cette clôture de façon telle qu'elle soit pas permanente, définitive, absolue par rapport à ceux et celles qui veulent s'intégrer à nous, soit par l'immigration ou par les échanges internationaux. Monsieur Harmony, dans votre livre, vous abordez la question de la langue au Québec. Vous dites que au Québec, on a une relation particulière avec la langue. Vous dites, entre autres, qu'on est prisonnier d'un certain paradoxe. D'un côté, un Québécois qui aurait une façon de parler trop parisienne se ferait un peu rappeler à l'ordre. Mais de l'autre côté, un Québécois qui utilise trop d'anglicisme se fait également rappeler à l'ordre. Donc, on est prisonnier d'un paradoxe. Ah, tout à fait. Moi, c'est quelque chose, je pense qu'au Québec, les Québécois sont pas conscients tout à fait de ça. Mais c'est quelque chose d'assez curieux pour un allophone, d'abord. Ou quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est assez curieux effectivement ce rapport. Il faut jamais faire trop dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire si on parle un français trop recherché, effectivement on a l'air un peu de se prendre pour quelqu'un d'autre parce qu'on déteste la norme hexagonale et puis on veut pas parce que ici on parle comme ça et puis c'est notre donc une fierté tout à fait légitime mais qui est aussi ancrée dans toute une histoire de dévalorisation de la façon de parler le joual etc les anglicismes bien sûr qui ont, entre guillemets, contaminé le français québécois, etc. Alors, d'une part, on n'aime pas voir les Européens débarquer ici, nous dire vous parlez pas bien le français, mais d'autre part, effectivement, il y a ce rapport ambivalent par rapport vis-à-vis de l'anglais. On veut le parler comme il faut parce que justement on se moque parfois, je trouve ça intéressant, on se moque des Français qui sont pas capables de parler l'anglais ou qui prononcent mal. Tandis qu'ici, on est en contact avec la culture nord-américaine. Donc, mais en même temps, moi, je l'ai dit un peu un exemple parce que c'est quelque chose que j'avais entendu une fois. Un ami m'avait dit de quelqu'un d'autre en se moquant. Lui, il laisse son message sur le répondeur en français et en anglais. Alors encore là, pour qui se prend? C'est comme il est devenu tout d'un coup bilingue, je sais pas trop. Alors, il faut contrôler le français international, mais il faut pas le parler comme un français parisien. Il faut connaître l'anglais suffisamment, mais pas l'introduire dans la vie quotidienne, parce que ça montre un peu une sorte on est un colon, colonisé, il y a toutes sortes d'épithètes qu'on peut coller à la personne, assimilée bien sûr, etc. Alors, ce rapport, évidemment, pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, est tout à fait paradoxal, parce qu'on trouve pas ce type de situation en Argentine, par exemple, mon pays d'origine, ou en France. Alors, encore, est-ce que ça renvoie est-ce que c'est un problème en soi? Je ne sais pas si c'est un problème, mais il faut encore là en parler parce que ce sont des choses auxquelles l'immigrant aussi se heurte quand il se dit bon mais qu'est-ce que je dois faire? Dois-je parler comme un Québécois? Dois-je parler comme un Français? Moi-même, j'ai appris le français à l'Alliance française. Alors, c'était l'accent parisien. Alors, j'arrive ici, je me québécise. Mais alors, à ce moment-là, moi, personnellement, si je commence à adopter trop des façons québécoises de parler, ça a l'air un peu artificiel. Ça a l'air comme si je veux passer pour quelqu'un d'autre que je suis pas. Alors moi aussi, je dois un peu comme garder une distance, pas trop, mais si je me mets à parler comme si j'étais parisien, d'abord je pourrais pas le faire, mais si j'arrivais à maîtriser l'accent du 16e arrondissement, ça aurait l'air absolument absurde de me dire mais là tu viens, c'est une façon aussi d'être un peu baveux aussi, de nous renvoyer dans la face le fait que notre français n'est pas si bon comparé à celui des Français. Donc, il faut aussi, pour nous, les étrangers ou les immigrants, marcher sur des œufs.
Alors, c'est l'un des choses que dont j'essaie de parler dans mon livre aussi. Oui, il y a plusieurs paradoxes qui entourent la langue au Québec. On a une fierté à parler français, vraiment, c'est notre identité, mais d'un autre côté, on la maîtrise pas. On fait des fautes. En parlant de fierté, vous dites qu'au Québec, on est hypersensible à la critique et aux blagues, alors qu'on fait des blagues sur les Français, sur les Américains, puis sur les Newfies même. Ouais. Oui, ça c'est un point. Je sais pas si tous les Québécois ou tous les étrangers ou tous les immigrants seront d'accord. Moi, c'est fondé vraiment sur une impression que j'ai eue. J'ai tenté en faisant cela aussi de façon un peu amusante, je suis allé sur Google chercher les blagues, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose là c'est-à-dire parce qu'il y en a qui m'ont dit oui, mais tu oublies qu'au Québec on se moque aussi c'est-à-dire on fait aussi beaucoup d'humour et parfois c'est par rapport à nous-mêmes. J'essaie de montrer dans le livre que par exemple la petite vie ou les bougons, oui, on rit un petit peu du Québécois ordinaire, moyen, mais finalement on essaie de le montrer quand même sous une lumière plutôt positive. C'est un survivant, c'est des gens qui finalement réussissent dans des conditions difficiles à ressortir, à se démarquer même. Alors, quelque part, c'est un peu une métaphore du peuple québécois qui me semble tout à fait ajustée, tout à fait juste, correcte, intéressante, admirable même à plusieurs égards. J'aime bien d'ailleurs ces émissions-là. Mais je trouve qu'il y a un côté hypersensible. Encore là, c'est pas exclusif aux Québécois. Il y a d'autres peuples et d'autres communautés qui le sont aussi. Mais disons un discours de victimisation, d'auto-victimisation, c'est-à-dire on dit oui, nous avons souffert collectivement, on nous a mis à notre place d'une façon tout à fait malheureuse. On se rappelle encore aujourd'hui du fait qu'au centre-ville de Montréal, c'est-à-dire en tout cas une ou deux générations auparavant, on pouvait même pas aller chez Eaton acheter en français, etc., etc. Donc c'est devenu des mythes là qu'on recycle tout le temps. C'est certain qu'il y a tout ça, ce bagage, et il faut pas non plus le minimiser du revers de la main. Ceci dit, encore là, j'essaie de faire un constat, c'est-à-dire c'est difficile de critiquer, et donc j'utilise l'humour, mais en fait je vais aussi évoquer la question de la critique, et surtout quand c'est quelqu'un de l'extérieur. Donc il y a comme un réflexe là. Qui es-tu surtout si c'est un Français qui le fait, un Français de France, ça devient plus blessant. Mais un immigrant, un étranger aussi, qui fait une critique sur la société québécoise, parfois c'est vu, moi ça m'est parfois paru un peu bizarre. En Argentine, les Argentins se moquent d'eux-mêmes ou critiquent leur pays tous les jours. C'est notre façon d'être, c'est de dire notre pays est le pire, nous avons un pays de merde. Nous le disons là à la radio comme ça tout le temps dans les conversations. C'est notre façon d'être. Ici au Québec, c'est le contraire. Il y a des choses qu'il vaut mieux dire d'une autre façon pour que ça blesse pas. Ça s'explique par l'histoire, par toutes sortes de choses, mais encore là, je dis à mon ami immigrant là imaginaire auquel je parle dans mon livre, mais fais attention à ça aussi. C'est-à-dire il y a quelque chose là, c'est pas bon ou mauvais en soi, mais c'est une caractéristique des Québécois dont il faut tenir compte. Monsieur Harmony, dans votre livre, vous vous penchez sur l'idée qu'on soit des Latins du Nord. Vous analysez la question. Oui. Donc, finalement, selon vous, est-ce que les Québécois sont vraiment les Latins du Nord? Ouais, j'aime bien ce thème. Je l'avais déjà abordé avant dans d'autres écrits et dans d'autres recherches. Et encore là, j'accepte, c'est discutable, c'est même controversé. Il faut bien sûr faire la distinction. Je ne veux pas dire pour autant que les Québécois sont des Latino-Américains. Évidemment, ce sont des Latins de l'Amérique, et ça veut dire autre chose. Je sais, et encore là, je fais le lien avec l'hypersensibilité. Quand j'étais, il y a quelques années, j'avais tenté de dire à des gens que le Québec faisait partie de l'Amérique latine, parce que mon intuition était qu'il y avait là une latinité commune. Et la réponse a été assez négative, parce que
Amérique latine, ça comportait un certain nombre de connotations négatives. Sous-développement, retard économique, soumission à l'impérialisme, etc., etc. Alors, dire que le Québec faisait partie de l'Amérique latine, c'était un peu dire le Québec est aussi un peu sous-développé, un peu moins avancé que les États-Unis, etc., etc. Mais c'est pas ça ce que je veux dire justement. C'est que je crois que la latinité en soi est une façon de concevoir la vie humaine et sociale en général, où des valeurs comme la communauté, la solidarité sont plus fortes, où l'individualisme est moins fort. Et je pense que pour n'importe qui est le moindrement ouvert et qui débarque au Québec et qui regarde un petit peu autour, comprend qu'ici, on est en Amérique du Nord, tout en trouvant une façon d'être collective qui est un peu différente. Et là, je vois des liens. Là, le rôle de l'État, l'idée que la nation est une communauté des citoyens. Ce sont des façons de penser qu'on trouve pas nécessairement en Ontario ou encore moins en Alberta ou aux États-Unis. On retrouve cela bien sûr en Europe, mais aussi en Amérique latine. Alors bon, pourrait-on dire finalement bon, les Québécois sont des Européens du Nord. Oui, mais je pense à certains égards oui, mais je pense que c'est cet élément commun, la latinité. C'est-à-dire quelque chose que l'on retrouve en Europe, surtout méridionale, et qui s'est construit aussi dans le rapport à l'autre arabo-musulman. Hein. C'est vraiment le bassin méditerranéen qui était le lieu de naissance de cette latinité européenne qui a façonné de façon différente le Québec au nord et l'Amérique latine au sud. Donc je pense et pour conclure, disons, sur cela, en tout cas en ce qui concerne cette idée, je pense que le Québec gagnerait à reconnaître cette latinité pour soi-même et parce que ce serait une façon de se rapprocher de l'Amérique latine. Et moi, bon, évidemment, étant moi-même latino-américain et travaillant sur l'objet Amérique latine, je serais ravi de voir des liens plus forts entre les deux société, hein. Maud, une question, non? Ben, question ou commentaire. Moi, j'ai plutôt l'impression que cette latinité-là est très, c'est une chose heureuse pour les Québécois. Ah, oui. Je pense que les Québécois l'assument bien, mais peut-être plus au niveau quotidien, au niveau de, en fait, une espèce d'impression de soi qui est plus joviale, festive. Vous le relevez d'ailleurs aussi dans votre livre. Tout à fait. Donc. Et mais c'est un rapport aussi au temps, un rapport à l'argent aussi. Oui, à l'argent, ça c'est fondamental. C'est assez curieux de voir ce rapport au matériel et au spirituel aussi qui est tout à fait différent. Et les Latino-Américains se sentent à l'aise ici au Québec. Alors, j'essaie de m'expliquer pourquoi. Pourquoi tout d'un coup ici au Québec, souvent les Latino-Américains se disent c'est pas si différent que ça, mais au bon sens aussi. Hein. Parfois au mauvais sens aussi. Les gens devraient être plus individualistes, donc être plus productifs. Hein. Bon, alors moi je leur dis bon, vous allez trouver ça à Toronto, allez-y. Ben, c'est très bien, M. Harmony. C'est la fin de l'entrevue. On vous remercie d'avoir été avec nous. Le livre de M. Harmony, Le Québec expliqué aux immigrants, aux éditions VLB, c'est en librairie en ce moment.